en forme de conclusion, mais assez ouverte, de cette journée très, très riche et très dense. Alors on a vu des cuisines collectives, on a vu des jardins, on a vu beaucoup de numérique, on a vu des goodies cet après-midi, tout un tas d'initiatives de nature très diverses. Donc première question, c'est ça l'inventivité en bibliothèque? Qu'est-ce que ça veut dire inventivité en bibliothèque, Olivier? Bon, c'est un vaste sujet, et d'ailleurs toute la journée nous a montré la diversité et toute l'énergie qui la sous-tend. Moi je dirais que l'inventivité elle se niche partout, et qu'il y a d'abord une inventivité du quotidien. On l'a bien entendu, c'est d'abord la qualité d'accueil, hein, finalement c'est l'humain. Dans tous les témoignages, j'ai entendu à Loudun de tout sourire, à Saint-Valéry en Caux, la chaleur humaine, etc. Enfin voilà, partout, et finalement, dans chaque usager, il y a une inventivité qui se crée pour qu'il se sente accueilli, reconnu, qu'il ait envie de revenir. Après, l'inventivité va se décliner dans des domaines très, très diversifiés, que ce soit dans l'organisation, l'agencement des collections, et après dans le montage de projets qui peuvent être assez sophistiqués. On l'a aussi entendu dans la table ronde sur les élus et les bibliothécaires. Alors quand même, des jardins, des cuisines, on voyait avec le dessinateur, pourquoi pas une baignoire ou un terrain de foot. Où est-ce que ça va s'arrêter? Mais ça ne s'arrêtera que quand la vie s'arrêtera. La vie est diverse, et le livre, c'est un moyen d'agrandir la vie. Vous savez, je voulais vous remercier très très profondément, parce que j'ai visité à ce jour 60 médiathèques. Des grandes, des petites, dans des grandes villes, dans des petites, partout. Et il se trouve que vous êtes ma première fierté ex aequo. Car j'ai 2 ambassades dans la vie. La première, je suis ex aequo avec vous, ambassadeur de l'Institut Pasteur, c'est-à-dire faire connaître l'Institut Pasteur et voir comment on peut aider la vie à lutter contre les maladies. Et la deuxième, c'est être votre ambassadeur, c'est-à-dire agrandir la vie. Et c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Ce que j'ai entendu, moi, depuis ce matin, c'est des leçons de République possible. Il s'agit de République, ce que vous faites. Et tout ce qu'on fait, c'est la République. La cuisine, c'est la République. On est ensemble, et on salue, et on sait d'où viennent les nourritures. Quand vous avez l'accueil que l'on voit, c'est ça. J'ai vraiment, et je vais le dire et le redire sans arrêt, parce qu'ambassadeur, ça veut dire parler pour vous, être votre porte-voix, votre porte-parole. Quand j'ai entendu qu'un livre qui n'est pas rendu est un livre qu'on qualifie de perdu, perdu pour qui? Il est gagné. Alors, il ne faut pas trop le dire pour que quand même il y ait un certain pourcentage de livres qui soient rendus, sauf à avoir auprès de M. Darmanin des budgets supplémentaires, mais ça c'est assez aléatoire. Mais quand j'ai entendu le livre perdu, mais évidemment s'il est gardé, mais quelle merveille! Quelle merveille! Donc c'est ce que j'ai entendu à chaque fois. Les jardins, mais c'est incroyable d'avoir ça. C'est-à-dire tous les chemins que vous inventez sont incroyables. Moi, j'ai connu les bibliothèques, puisque j'ai écrit le livre qui a eu le Goncourt, la place 190 de la bibliothèque Richelieu. D'ailleurs, un certain nombre de gens viennent s'asseoir à la place 190 parce qu'ils pensent que le Goncourt arrive par les fesses. Vous voyez, donc on n'est pas forcé de coucher pour avoir le Goncourt. Et donc, ce que j'ai entendu, c'est ça. Et alors, ce que je voudrais vous dire, mais vraiment, c'est pour être votre porte-parole, mais renseignez-moi. C'est-à-dire, on a fait ça, c'est possible. Vous savez, on est tous, en même temps, vous sentez bien que c'est ma bataille qui est vraiment au cœur de ma vie, de lutter contre cette horreur qui s'appelle le « c'est pas pour moi ». Le « c'est pas pour moi ». Et vous êtes les chevaliers du « pourquoi pas ». On commence par les livres électroniques, on commence par la cuisine, on commence par des chants, on commence par l'apprentissage, on poursuit par l'accueil aux immigrés, on continue dans la vie. Et ça, c'est petit à petit, on va au livre. Mais le livre, encore une fois, le livre est un moyen de la vie.
Je vous redis ma conviction la plus profonde, c'est que la culture au plus concret, mais aussi la cuisine, mais aussi les jardins, la botanique, mais aussi l'accueil, c'est l'inverse de la dépression. La dépression, au milieu de la nuit, on se réveille, on dit « Comment je vais faire pour aller au bout du jour qui va se lever ?» Eh bien, la culture, c'est l'inverse. On dit « On est plus grand qu'on est, plus divers, plus ouvert, plus contradictoire. » On assume toutes ces contradictions. Et c'est ça ce que vous êtes porteur de ça. Je me bats avec les maires parce qu'ils sont en première ligne. Ils sont à portée de gifle, les maires, comme vous savez. Et on le voit parce qu'il y en a quelques-uns qui payent de leur vie le fait d'être en première ligne. Et vous êtes à portée de rêve, à portée de possible. Quand je vois la description de ce territoire que je connais, le territoire d'Émile Vache, que je connais, et le faire vivre, le territoire de Loudun, je n'ai pas encore été, mais je vais y aller parce que voilà, c'est quand même une terre de mission. Et cette terre de mission qui est au cœur de ce qu'on appelle la diagonale du vide. Et ceux qui ne comprennent pas qu'il y a deux France qui sont en train de s'écarter les unes des autres, ils n'ont rien compris. Moi, vous savez, je travaille avec les maires depuis 6 ans devant cette affaire-là. Je suis le plus actif possible de l'action Cœur de Ville. C'est la même chose, lutter contre les déserts. Les déserts des territoires et les déserts qu'il y a en nous. C'est ça, cette affaire. Eh bien, Loudun, c'est au cœur de ce qu'on appelle la diagonale du vide, où il n'y a pas de métropole. Eh bien, la France, c'est pas dit Singapour. Voilà. Donc, et vous êtes là, au cœur de ces affaires-là. Donc, plus vous pourrez me renseigner en disant, nous, on a fait ça, pourquoi pas d'autres ? Et ce qu'on a vu, pardon, mais faites-moi taire, parce que, comme j'ai l'habitude quand même de passer beaucoup de temps devant des pages, quand je vois des êtres humains, je suis assez content. Donc, comme j'ai des origines cubaines, et vous ne le remarquez pas en dépit de mon physique extraordinairement élancé et sensuel, je peux parler aussi longtemps que Castro. Très bien, non, mais je trouve que c'était... J'ai épuisé mon temps de parole. J'espère que non, parce qu'on a encore 3 quarts d'heure à tenir. Je suis sûre que vous en avez encore sous la semelle. J'aimerais quand même revenir sur creuser cette question. Alors, on voit bien le plaidoyer que vous avez fait, et j'aimerais savoir si on peut dialoguer aussi avec la salle, oui. Parce que j'aimerais aussi vous faire réagir quand même sur tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, sur ce que vient de dire Éric Corsena. Oui, c'est bien d'avoir un jardin, d'avoir une cuisine, mais il y avait une marmite qui s'appelait « Jusqu'où ira-t-on ? Jusqu'où peut-on aller ?» Et moi, j'aimerais quand même vous demander, à vous, Olivier, Éric, mais aussi à vous, la salle, qu'est-ce qui fait qu'on a encore une bibliothèque quand on a toutes ces activités ? Quel est le lien avec le livre ? Et est-ce que le lien avec le livre, la lecture, demeure un objectif ? Ou est-ce que avoir un jardin, faire de la cuisine, c'est une activité qui se justifie en soi ? Olivier. Bonne question. Très bonne question. Bon, la question est effectivement très vaste. J'entendais là récemment un intervenant dire que dans les réflexions sur faut-il une loi sur les bibliothèques, il faudrait déjà s'entendre sur qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque aujourd'hui. Et c'est de plus en plus difficile de définir ce que ça peut être. Quel est le socle, quels sont les fondamentaux. On a coutume de dire le socle, ce sont les collections documentaires, mais est-ce que c'est encore toujours le cas ? Donc, ce matin, j'ai retenu les dessins humoristiques disant « pétanque et littérature, pêche et littérature ». On demandait évidemment où était la littérature dans tout ça. Voilà, dans cette façon humoristique, ça reflète cette question. Est-ce qu'on veut encore ramener les gens, effectivement, vers des collections documentaires ? Alors, ce qui est frappant dans des sondages récents, c'est que la majorité des gens qui vont en bibliothèque, ils vont encore majoritairement pour accéder à des documents. En revanche, si vous posez la question à des gens qui ne vont pas spontanément en bibliothèque, ils peuvent être désireux tout à fait autre chose. L'autre jour, la collègue chef de projet de la médiathèque Maison de quartier du Bas du Taureau à Villeurbanne, dans la journée d'études sur les bibliothèques et les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc faisait état des enquêtes faites auprès des habitants. Et finalement, sur le schéma était représenté, alors de façon plus ou moins étendue, ce que les gens attendaient. Alors en gros, il y avait la cuisine, on y revient. Il y avait des lieux de rencontre, et en petit, il y avait des collections documentaires. Du coup, effectivement, l'enjeu pour les collègues bibliothécaires, ça a été comment, et c'est là qu'il faut être très inventif, comment est-ce qu'on amène la population, effectivement, à accéder à ces médias culturels, qui n'étaient pas forcément la première demande, même si la cuisine, en soi, c'est aussi un média culturel, on est bien d'accord, et ça a été aussi rappelé aujourd'hui.
Et c'est par exemple par des visites. Donc on va présenter justement des visites qui ont été faites dans différents endroits. Moi je crois beaucoup au fait d'emmener des élus, d'emmener des habitants voir des bibliothèques qui fonctionnent, leur montrer ce que peut être une bibliothèque aujourd'hui. C'est le message aussi que portent les inspecteurs généraux à travers la France dans nos rencontres avec des élus, avec des bibliothécaires dans des bibliothèques qui parfois on a l'impression qu'elles sont restées un peu en dehors du grand mouvement de la modernité, etc. Donc c'est effectivement aller voir des établissements, et donc là c'est ce que font les collègues de Villeurbanne. Voilà, donc c'est tout ce cheminement. Moi, je crois qu'il faut surtout toujours se rappeler quels sont les objectifs, quel est le plan d'ensemble, quel est le projet culturel et scientifique, et que les choses aient du sens dans un ensemble, qu'on ne fait pas des actions, c'est pas du gadget, c'est pas des paillettes, c'est pas pour dire moi je l'ai fait avant les autres, mieux que les autres, c'est pas le concours Lépine de l'inventivité de celui qui l'a créé. C'est toujours de se rappeler les objectifs et puis le sens qu'on donne aux choses. Voilà, dans quoi ça s'insère, quelle est l'évolution des métiers. Enfin voilà, cette question touche évidemment, on pourrait débattre, on discutait avec Véronique tout à l'heure, on pourrait débattre évidemment de toutes ces choses-là pendant des heures et des heures. Voilà. Mais effectivement, toujours bien se rappeler, voilà, quel est le socle, pourquoi fait-on les choses. Et effectivement, est-ce que, autre témoignage ce matin, on entendait par rapport à ce jardin participatif, un des participants à ce jardin qui dit « Moi, je n'étais jamais venu à la médiathèque, je suis venu pour le jardin ». Mais dans l'interview, il ne parlait toujours pas des collections de la médiathèque. Alors qu'une autre personne interrogée disait « Moi, j'étais une lectrice assidue, je viens pour le jardin et j'utilise les livres de la bibliothèque pour... » Voilà, donc j'ai un peu l'impression que chacun était resté finalement dans son couloir, si je puis dire, et que la personne qui n'était jamais venue à la médiathèque pour la médiathèque ne va peut-être toujours pas venir à la médiathèque pour la médiathèque. Donc est-ce qu'on a gagné un usager de plus? C'est la question que je pose. Oui, alors effectivement, c'est la question que j'aimerais vous poser, à partir de l'exemple que vient de donner Olivier, qui illustre mon questionnement de tout à l'heure. Est-ce que c'est grave si cet usager continue à venir juste pour faire du jardinage et se faire des amis et n'emprunte toujours pas de livres? Est-ce que c'est ennuyeux? Est-ce que c'est un constat d'échec? Ou est-ce que finalement, vous considérez en tant que professionnel qui avait décidé d'installer un jardin, par exemple, ou une cuisine, que c'est une réussite, que vous avez quand même réussi votre mission? Comment vous voyez les choses? Est-ce que quelqu'un veut donner son point de vue sur ça? Est-ce que la finalité reste le document? On ne va pas parler seulement du livre, mais l'accès au document. Est-ce que l'activité existe en tant que telle? Et est-ce que vous mettez des limites ou pas? Et si oui, quelles sont-elles? Il n'y a pas de... Voilà, donc je donne plusieurs entrées parce que finalement, c'est la même façon de tourner autour du même sujet. Bonjour, Madeleine Richebois, je suis responsable de la culture, de la jeunesse et des sports à la ville de Bruges. C'est une commune de 20 000 habitants de Bordeaux Métropole. Et donc je suis avec mon élu, Monsieur Giraud. Nous, on est en train de construire une ludomédiathèque qui devrait voir le jour à peu près à l'automne 2020. Donc on est en plein dans ces questionnements, on est en pleine rédaction du projet culturel et scientifique. Donc on réfléchit beaucoup sur ce qu'est la lecture publique aujourd'hui, ce qu'est une médiathèque. On y a déjà un peu répondu puisque les élus ont choisi de faire une ludomédiathèque. Et nous, alors je parle au nom de toute l'équipe avec qui je travaille et puis évidemment de l'équipe municipale, on a tendance à dire que, et je pense qu'on est nombreux à partager ce constat-là, que la médiathèque, ce n'est plus un lieu uniquement de ressources, mais c'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu de rencontre, et c'est un lieu de culture, avec la culture envisagée presque au sens anthropologique du terme, avec voilà, des dimensions qui sont vraiment multiples. Et du coup, pour répondre à cette question, pour nous, en tout cas, dans le projet, on envisage comme ça. Si un usager vient et qu'on a réussi à un moment donné à ce qu'il y ait un lien humain qui s'établisse, nous, on a rempli notre mission. Et du coup, quels éléments fait que vous faites bibliothèque, si j'ose dire, et que vous n'êtes pas un centre culturel, une maison de la jeunesse, que sais-je encore, un centre social? Qu'est-ce qui préserve l'identité de la bibliothèque, du coup, dans ce cadre-là? Parce que je pense que dans le cadre du projet culturel, on a toute cette dimension de sociabilité, de culture, de l'hospitalité à l'endroit de l'autre.
Et le document, le livre, le CD, le numérique, etc. sont des outils. Peut-être qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Peut-être que les documents étaient davantage une finalité. Maintenant, ça l'est peut-être un peu moins. Mais évidemment, tout projet est construit sur une mise en relation entre ces activités-là et la mise en valeur des documents. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais... veut réagir, peut-être apporter un point de vue un peu différent, parce que je crois quand même que dans la communauté professionnelle, ce positionnement ne va pas forcément de soi. Alors, un point de vue rapide, bibliothèque étymologiquement, ça veut dire collection de livres. Et c'est pas parce qu'on fait autre chose qu'on n'est plus une bibliothèque. Partout où on a ces beaux projets qui ont été exprimés ce matin et ailleurs, on n'a jeté aucun bébé avec aucune eau, aucun pain. Donc ce sont encore des bibliothèques. Du coup, ça devient une appellation générique. On a même le mot médiathèque qui est en train de vieillir grandement. Et celui de bibliothèque, alors, s'il y a des médiathèques, tant mieux. Hein. Mais celui de bibliothèque, il revient comme un espace générique d'un ensemble de pratiques et d'usages. Du coup, c'est pas tant le mot bibliothèque que celui de lecture publique qui interrogeait beaucoup ces années passées. On disait, mais ce mot lecture nous embêtait un petit peu grandement, puisqu'on est sur des usages extrêmement diversifiés. Tant qu'on était sur des ressources de type documentaire, qu'elles fussent numériques ou audio ou vidéo, on avait une extension de la notion de lecture qui était un petit peu, qui commençait à vieillir un peu. Donc on n'a pas su redéfinir ce mot lecture publique. C'est pas grave, comme le mot bibliothèque, il est devenu de nouveau générique. Pour le coup, nous, on s'est permis, en une page, dans le schéma qu'on a évoqué ce matin, d'évoquer ce qu'était la lecture publique. Alors, ça renvoie à quelque chose qui ne satisfera pas forcément, mais la lecture publique, c'est l'ensemble des activités qui sont générées par une bibliothèque. Voilà, donc ça génère du lien humain. Je pense que ce que Madeleine évoquait tout à l'heure, en creux, mais parce que je sais que ça la touche, c'est la question des droits culturels. Oui. Donc quand on évoque cuisine, quand on évoque jardin, on est aussi sur un échange de culture de personne à personne, et on est de plus en plus dans cette transversalité là en France ou de manière générale en Occident. Donc la lecture publique, c'est aussi tout ça. Elle ne nie jamais la bibliothèque. Bravo, bien sûr, je vous provoque un peu, hein, j'ai ma propre petite idée sur la question. Écoute, oui, c'est une façon facile, on renverse les choses finalement, donc on met tout dans la lecture publique, voilà, c'est bien. Alors ça pose une autre question, je fonctionne un peu par balle, par ricochet. Une question qui, Eric, je crois, qui vous tient à cœur, c'est du coup comment on fait connaître, comment on communique sur la diversité de ces activités, de cette offre aujourd'hui, donc en lecture publique. J'ai bien noté le changement de nom. Je voudrais revenir d'un point, parce que la question que vous posez est une question absolument clé. Est-ce qu'on offre des garderies ou est-ce qu'on offre plus, c'est-à-dire des propositions? C'est-à-dire que est-ce qu'on offre ce que les gens attendent déjà ou est-ce qu'on propose ce qu'ils pourraient aimer? Et c'est la grande question du service public de la culture. Et vous pouvez faire, en caricaturant mais à peine, la référence à l'audiovisuel. Vous avez d'un côté France Télévisions, qui est une grande garderie, et de l'autre côté Radio France, qui essaye de proposer, avec des résultats publics formidables. Vous voyez ce qui se passe avec Inter, et l'explosion de culture et même de musique. Donc c'est un peu ça l'affaire. Et ça, je pense que c'est lié au projet. De la même manière que rien ne m'énerve plus que dire il faut s'adapter, 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 s'adapter. Et je vous dis d'ailleurs, il y a un livre formidable qui vient de paraître de philo, il faut s'adapter, comme ça, de Barbara Stigler, qui est exceptionnel sur ces questions-là. Donc il faut s'adapter. Donc un projet, donc on dit, voilà, toutes les bibliothèques, toutes les médiathèques ne sont pas pareilles, mais au fond, qu'est-ce qu'on propose? Donc on proposait sans arrêt en disant, tiens, pourquoi vous n'avez pas fait ça?
Le jardin, c'est bien. Tiens, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi? C'est-à-dire sans arrêt votre métier. Et moi, alors, et après, on parlera peut-être des métiers, parce que les métiers que vous exercez maintenant ont une base commune par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ans, mais il y a une autre nouveauté qui n'a absolument rien à voir. En termes d'accueil, en termes voilà, ça n'a absolument rien à voir. Donc, comment ça se passe? Et la question que je voudrais poser après, est-ce que vous vous sentez bien formé par rapport à ces questions? On a posé la question qu'on avait posée avec Noël Corbin, et j'ai pas de réponse. C'est-à-dire qu'on garde encore les formations traditionnelles correspondant, comme souvent, à un monde qui a complètement changé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, oui, bien sûr, les propositions. C'est-à-dire les bilans. Si, pour être franc, les gens qui font du jardin, ou les gens qui font de l'abricot, ils sont super bricoleurs, au bout de 5 ans, ils continuent à faire à bricoler dans les jardins de toutes les bibliothèques, et puis qu'ils n'ont pas un tout petit peu avancé, il faut quand même avoir un tout petit peu plus d'invention et dire que il faut un système un peu différent. Donc, et moi, alors, une autre question posée, c'est la question d'expérimentation. Vous savez que c'est une question qui est grave, parce que la question de l'expérimentation remet en cause le principe de l'unité de la République. C'est-à-dire, un tel fait ça, mais ailleurs, ils ne font pas ça, etc. Comment ça se passe? Moi, je pense que ce que vous faites en expérimentation, il faut en dresser un petit bilan au bout de 2-3 ans. Vous dites, tiens, ça marche, et ça, on est là pour le faire porter. Donc, il faut qu'il y ait une structure, mais ça, c'est votre boulot à vous. Vous retenez les expériences qui sont retenues, et vous avez des vendeurs professionnels, dont je suis, car je suis capable de vendre des dossiers compliqués, parce que quand même, vous avez devant vous quelqu'un qui a vendu 120 000 exemplaires d'un livre sur le subjonctif. Donc je pourrais vendre des projets bien plus intéressants que mon livre sur le subjonctif. Donc vous voyez, donc s'il pouvait y avoir régulièrement d'inventivité régionale, on fasse un bilan en disant tiens, il y a 5 ou 10 actions, et à ce moment-là on dit, et puis on fait le bilan à chaque fois. Mais qu'il y ait un bilan, c'est pas l'inventivité par l'inventivité. C'est pas s'adapter pour s'adapter, c'est pas bouger pour bouger. Ça rappelle des discours célèbres en disant le changement c'est maintenant, le changement c'est maintenant, le changement c'est maintenant. Quand on répète le changement c'est maintenant, comme la Terre est ronde, on revient à son point de départ. Bon, alors vous avez compris, si vous voulez faire un super plan de communication, vous envoyez un petit message à Eric qui vous donnera des idées, des tuyaux pour bien vendre votre bibliothèque. Olivier, est-ce que tu veux réagir par rapport peut-être à cette question d'évaluation qui est très importante? Juste un tout petit point, c'est aussi la question de relation avec l'éducation nationale. Parce qu'on en a entendu parler au début en disant que les relations n'étaient pas toujours formidables, mais les jardins devraient être aussi dans les écoles. Je veux dire, les sciences de la vie et de la terre sans avoir un jardin, ça veut dire quoi? Donc, voilà, donc vous pouvez pas voilà, répondre à toutes les demandes de la société et à toutes les demandes que des autres organisations ne font pas. Donc, ce genre de questions. Ce que je veux dire, c'est que le jardin, comme la cuisine, c'est quand même un lieu formidable pour rebondir. C'est-à-dire, quand vous avez des jeunes qui font la cuisine, leur expliquer le monde à partir de la cuisine, c'est d'une efficacité formidable. Exactement pour les jardins. Donc vous pouvez donner des leçons de vie formidables, et des leçons de vie, tiens, pourquoi tu lis pas ça, regarde du jaunot, on plante des arbres, regarde machin, etc. Ça, c'est un produit d'appel, comme on dit. Vous voyez, je suis un affreux communicant. Bon, alors on ouvre plein de tiroirs. N'hésitez pas à intervenir, même si je ne vous repose pas chaque fois la question, si jamais vous avez envie de réagir, d'apporter votre point de vue, un témoignage, une expérience, n'hésitez pas. Alors là, on a ouvert plein de tiroirs importants. Je vais faire peut-être réagir Olivier. Il y en a plusieurs. Il y a celui d'évaluation qu'Éric a évoqué, qui me paraît vraiment très important. Donc comment on évalue ce type d'action? Forcément, ça paraît essentiel de le faire, mais sur quels critères? Si on n'a plus des critères quantitatifs pour le faire, si finalement la finalité n'est plus forcément l'accès aux documents,
Est-ce qu'on peut faire un baromètre du bonheur en bibliothèque comme au Bhoutan et puis on a des témoignages comme ce jeune homme qui dit « je viens pour la chaleur humaine ». Est-ce que ça peut satisfaire l'inspection générale des bibliothèques, ce critère? Est-ce qu'on va le rajouter dans les statistiques de l'Observatoire de la lecture publique? Comment on fait? Alors effectivement, cette question de l'évaluation, elle est centrale. Alors je rejoins effectivement Eric quand il parle de l'aspect expérimentation, effectivement, du droit à l'erreur. Hein, dire on essaie, ça ne marche pas, on fait autre chose, ou on corrige. D'où l'importance effectivement des évaluations et des bilans. Bon, c'est vrai que j'ai parfois, et malheureusement je vois encore parfois, des projets qui sont menés parce que ça intéresse un bibliothécaire. Voilà. Moi ça me fait plaisir. Bon, si ça ne rencontre pas le plaisir du public, je trouve que c'est quand même assez vain. Il faut aussi mettre en rapport déjà le temps qu'on peut passer à un projet, l'énergie, les moyens financiers, puis effectivement le résultat. Voilà. Donc, alors tant mieux si ça fait plaisir à la fois aux bibliothécaires et au public. C'est évidemment l'idéal. Il y a l'aspect du partage là-dedans. Alors après, oui, l'évaluation, quels sont les critères? Alors, on n'est pas en permanence en train de revoir les critères. Hein. Effectivement, l'Observatoire de la lecture publique aussi est en train de revoir aussi des choses en permanence pour essayer de se rapprocher toujours plus. Et tout à l'heure, on parlait de mesurer la fréquentation des bibliothèques. C'est vrai que ça a souvent maintenant beaucoup plus de sens que de mesurer effectivement le nombre d'inscrits, le nombre d'emprunteurs. Enfin, donc il y a un peu tout un panel d'indicateurs à prendre en compte. Voilà, alors après, il n'y a pas non plus que des aspects quantitatifs. On sait bien qu'il y a des actions qui ne sont pas forcément destinées à un public considérable et qui parfois vont plutôt toucher des petits groupes. Alors là, on peut arriver sur l'aspect des enquêtes, évidemment, enquêtes de satisfaction, voilà, après... à voir quelles questions on pose pour qu'elles soient pertinentes. Voilà, donc en tout cas, cet aspect d'évaluation, c'est capital pour voir si on ne fait pas fausse route dans nos efforts d'imagination, d'inventivité, etc., qui n'est pas un exercice vain. À un moment donné, il faut bien que ce soit concret. Alors ça me rappelle aussi toujours, quand les moyens baissent, le bibliothécaire dit à l'élu, mais j'ai moins de moyens, bah oui, mais soyez créatifs. Alors voilà, donc là on arrive, soyez créatifs, soyez inventifs, faites autant ou plus éventuellement, même avec moins, etc. Et donc là, d'autant plus la nécessité de l'évaluation, qui là en plus, le critère, ça va être aussi, est-ce qu'on a utilisé au mieux les moyens impartis, qui soient... Pardon, c'est un peu sauvage du coup, puisqu'on n'a qu'un micro à se partager entre trois ici et puis vous tous. Mais simplement, je voulais rebondir et te faire réagir, toujours sur ton sujet, sur cet exemple que tu m'as donné hier, sur le tricot. Le tricot qui a amené, finalement, qui a ouvert un dialogue, une relation avec des femmes en prison. Est-ce que peut-être ça, tu peux nous détailler cette expérience? Parce que là, je crois que ça rejoint cette question qu'on est en train de poser de l'évaluation d'une initiative. Oui, d'ailleurs, ça a été évoqué tout à l'heure là par je ne sais plus quel élu, effectivement, les activités tricot. Alors, j'ai en tête une bibliothèque, on m'a dit on a créé un atelier tricot parce que ça intéressait une bibliothécaire. Bon, je trouve que c'est un petit peu réduit comme motivation. Après, par contre, à chaque fois que je pense à atelier tricot, je repense aux collègues de la Bibliothèque municipale de Bordeaux intervenant à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan, et qui ont pu, dans le quartier des femmes détenues, qui était une occasion de rassemblement de plusieurs femmes autour d'une activité tricot, elles ont pu, dans ce cadre-là, aller présenter des magazines, etc. Voilà, donc là, c'était un peu un médium, un vecteur, puisque évidemment, là, on tient compte, et c'est là aussi qu'il faut être inventif, dans des milieux comme le milieu carcéral, mais il y en a d'autres où on sait que c'est compliqué, alors a fortiori le milieu carcéral, de trouver des occasions de pouvoir effectivement apporter une action culturelle, et c'est aussi dans le cadre de cet atelier que ces femmes détenues ont pu rencontrer, je crois que c'était dans le cadre d'ailleurs d'Éclat à l'époque, qu'une écrivaine québécoise était en résidence et a pu rencontrer ces personnes. Voilà, donc là en fait, l'atelier tricot a servi de support, et donc là on voit bien toute l'utilité de ce type de dispositifs existants. Donc l'inventivité, c'est aussi pouvoir se saisir des opportunités qui existent. Voilà, et là je pense que forcément l'évaluation elle est positive. D'ailleurs, l'écrivaine en question, d'abord, j'avais vu après le compte-rendu qu'elle en a fait, enfin, ça lui a pris ça en pleine figure, hein, de découvrir cet univers qui évidemment est toujours assez violent quand on le découvre.
Et puis inversement, les personnes détenues qui effectivement ont trouvé beaucoup d'intérêt à ce type de rencontre. Voilà. Et donc cet atelier a servi d'occasion de rencontre. Comment vous évaluez, vos activités? Mais je crois qu'on avait une réaction là au fond. Alors j'y vais. Alors moi je tenais à dire une petite chose, je pense que quelles que soient les actions, qu'elles soient cuisine, jardin, jeux, quelles qu'elles soient, je pense que ce qui est important pour nous, c'est de mettre les bibliothèques dans le schéma de vie des gens. C'est ça le cœur, c'est de mettre la bibliothèque derrière les gens. Et quand il y avait cette personne par rapport au jardin qui disait, moi, je réagis par rapport à ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure. Effectivement, peut-être qu'il n'ira jamais lire un livre, cette personne, mais derrière une personne, il y a une famille, il y a une communauté de personnes. Et si on a réussi à le mettre dans son schéma de vie, peut-être que ce ne sera pas lui, ce sera peut-être sa femme, ce sera peut-être ses enfants, ses petits-enfants, etc. Mais en tout cas, la bibliothèque existera dans son schéma mental. Voilà. Et c'est ça qui est important, et que toutes ces actions qu'on mène, c'est pour ça. Tout à fait. Alors, vous voulez dire, c'est-à-dire... Merci pour cette belle intervention. C'est juste en complément, quand il s'agit, et j'ai changé d'avis par rapport à ça depuis pas mal d'années, mais qu'il s'agisse de tricot, qu'il s'agisse de jardinage et autres, comme un temps dans les années 70, on entendait il faut mettre de la musique dans les bibliothèques parce que ça va faire venir les gens au livre, qu'il s'agisse de jardin ou qu'il s'agisse de tricot, ça n'est pas un moyen, c'est une fin. Ce serait exprimer que ces pratiques-là ne sont pas porteuses de valeur culturelle intrinsèque. Si on pensait le contraire, on pourrait se mettre dans un schéma assez libéral, où dans le fond, il faudrait que nos propositions d'usage aillent à celles qui ont le plus de succès. Alors il n'y aurait plus de poésie dans nos rayonnages. Il n'y aurait plus de théâtre dans nos rayonnages. Donc on est bien inscrit, quoi que nous fassions, aussi dans une démarche volontariste, y compris par rapport à ces actions-là. Alors s'il n'y a pas d'autres interventions, j'aimerais peut-être, s'il y en a... Oui, mais moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur. Rebondir, oui. Rebondir, parce que je suis profondément d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire que la bibliothèque, c'est pas pour moi, pour une part énorme de la population. Quelque chose m'a énormément frappé, c'est à la BPI, à Paris, à Beaubourg, où on distribuait des billets pour aller au musée. Et alors, si la bibliothèque est déjà un endroit pas pour moi, le musée, c'est pas pour moi, puissance 10. Et ils ont été au musée, parce qu'ils étaient venus là. Donc il y a une sorte de jeu de domino comme ça, on va là, et puis on y va, et puis il y a des pertes, ça fait rien, et puis ça continue, et ça continue. Et je crois que c'est vous, la chevalière de Loudun, là, qui alors là, ça me ravit, parce que, alors là, l'évaluation, c'est possible, parce qu'avant, c'était le désert, donc quand il y a déjà 5 arbres dans le Sahara, le bilan, il est assez facile à faire. Après avoir rebondi comme ça, donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais ce que vous dites, c'est que réintégrer un lieu dans le parcours vital d'une personne, c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. C'est-à-dire que quelqu'un que dans la famille, on entend dire « Tiens, mardi après-midi, qu'est-ce que tu fais ? Je vais à la bibliothèque. » C'est énorme. C'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. On vote avec son corps, on vote avec son parcours. Et déjà, on réintègre ce lieu-là. Donc je suis absolument d'accord avec vous sur ce point-là. Olivier ? Oui, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, je me fais l'avocat du diable. Hein. On est dans une journée de réflexion et je fais un peu le poil à gratter aussi pour que aussi on ait bien conscience des choix qu'on fait et qu'on puisse aussi les justifier. Après, c'est vrai que les bibliothèques, chaque bibliothèque est dans un environnement différent. Hein.
c'est sûr que dans les lieux où il y a la bibliothèque est la seule structure pouvant accueillir un certain nombre d'activités, effectivement, après dans d'autres endroits, il peut y avoir un aspect un peu de concurrence. Et pourquoi telle activité se fait à la bibliothèque et pas à telle autre? Après, on peut aussi se dire, si pour faire connaître la bibliothèque, on a besoin de passer par tel ou tel type d'activité, peut-être que quelque part, on est un peu en échec. Voilà, enfin, c'est toutes les questions. Je suis là aussi pour poser ce type de questions. Est-ce qu'on a besoin d'un atelier de tricot pour que... Je prends le tricot au hasard, j'ai absolument rien contre le tricot, j'ai le plus grand respect. Je pense toujours au tricot à Lezou, pour la bibliothèque de Lezou, où les habitants ont tricoté pour moi. Il y avait comme ça, du tricot et jusqu'à la bibliothèque pour montrer le chemin. Vous voyez, donc le tricot montre aussi le chemin, voilà. Et c'est aussi de se dire, est-ce que quelque part on n'a pas échoué à devant trouver ce type d'activité, d'action pour que les personnes trouvent le chemin de la bibliothèque et l'intègrent dans leur vie. Voilà. Aujourd'hui, je pose des questions, je n'ai pas forcément de réponse, et à chaque fois, c'est différent selon les endroits. Comme je vous disais, quand je suis à travers la France, bon, parfois dans des endroits un petit peu déshérités au niveau de la lecture publique. Hein. J'ai passé beaucoup de temps dans la Nièvre, qui est par exemple qui n'est pas le département où il y a le mieux équipé en matière de lecture publique. Bon, bah, c'est vrai que j'essaye autant que je peux. Quelquefois, il y a des élus qui réagissent un petit peu mal, mais de les titiller pour leur dire ce que pourrait être une bibliothèque, etc. Et ce que ça peut apporter. Je parlais en commençant de l'inventivité par rapport à l'accueil. Je repense toujours à cette bénévole au fin fond de la Nièvre qui m'a dit, moi, je considère que ma mission, c'est d'abord d'être là pour parler avec celui qui a besoin de parler, etc. Vous voyez, donc, effectivement, c'est aussi dans des endroits qui se désertifient. Hein, la Nièvre, partout, c'était non à la fermeture de classe, non à la fermeture de ceci, non à la fermeture de cela. Nevers a perdu 10 000 habitants en 25 ans. Dans le centre de Nevers, il y a plein de magasins qui ferment, enfin, etc. Et quand on parle des actions au cœur de ville, cœur de bourg, là, on comprend ce que ça veut dire concrètement. Voilà. Donc, et on voit des maires qui se battent quand ils ont gagné 50 habitants, ils sont vraiment aux anges, etc. Et la bibliothèque peut faire partie de ça, et certains l'ont bien compris. Il y a eu vous avez peut-être vu un reportage des Racines et des Ailes sur France 3 où on voyait la mairesse de Luzy que je rencontrais, qui est à fond pour sa bibliothèque, et puis elle montrait toutes les actions qu'elle a mises en place, et effectivement elle venait de regagner 50 habitants pour ne pas passer en dessous des 1000 habitants, etc. Voilà. Donc là je vois des maires qui se battent, et la bibliothèque fait vraiment partie de cet éventail d'activités permettant de maintenir la population sur place et de faire venir de la population d'ailleurs. C'est que la bibliothèque fait partie de l'attractivité d'un territoire. Eric, vous vouliez réagir? C'est ce que je vois dans les parcours que je fais dans le désert français, c'est que, et là vous allez être encore plus en première ligne quand vous êtes dans cette partie de la France, c'est que c'est en train de devenir le seul endroit où il reste de la lumière. Et je dis lumière de l'électricité, mais je dis de la chaleur. C'est le seul endroit où il y a de la vie, alors que tout le reste a fermé. Et qu'est-ce qui reste ouvert? Donc quand on dit qu'il faut ouvrir les bibliothèques, mais il ne faut pas que le reste ferme. Parce qu'on dit ça comme si c'était, vous voyez, le seul élément, c'était « Ah ben non, tout va bien, on a ouvert le dimanche ». Alors que tout le reste de la ville est fermé toute la semaine. Donc c'est un comble. Donc là, vous êtes, cette partie-là de la France est vraiment en première ligne. Et quand je connais pas Loudun, hein, mais alors je vais vous dire, vous avez donné envie d'y aller. Hein, parce que là, d'abord parce que vous avez un talent de stand-up, c'est hallucinant là. Moi, je serais de Jamel, je vous embauche tout de suite. Ah non, c'est dément là. À Marrakech, vous faites un triomphe. Hein. Et donc, voilà. Non, mais parce qu'en plus, c'est du rire pertinent, du rire actif et avec une évaluation positive. Donc, impressionnant. Mais vous voyez, donc c'est en train de se passer parce que ça n'a absolument rien à voir quand vous allez à Mériadet, quand vous allez à Brest, quand vous allez dans les grands trucs comme ça. Bon, c'est un monde complètement différent. Donc, il y a ça aussi. Vous allez avoir des métiers différents selon que vous serez dans des métropoles ou que vous serez dans le désert français en voie de désertification. Donc c'est des métiers différents alors même qu'il y a une même base. Donc il y a ces éléments alors que c'est la même chose. Vous voyez, c'est toutes ces questions. C'est-à-dire c'est incroyable à quel point, quand on parle de bibliothèque aujourd'hui, on parle vraiment de l'évolution de la société. Donc vous participez à cette évolution en essayant de garder le maximum d'humain dans cette évolution, mais en même temps vous êtes le miroir
de ce qui est en train de se passer. Et moi, je vais vous dire, dans ma visite des 60 villes, c'est incroyable ce que j'ai appris sur le pays, et bien avant le grand débat, lequel d'ailleurs n'intégrait pas une seconde les questions de culture. Alors que c'est absolument clé de ça. Parce que la violence naît de la fin de l'espérance. On a 5 minutes pour conclure. Alors, une réponse de Loudun. Bah merci. Bah vous venez tous. On fait un bus. Moi, je voulais juste revenir sur l'évaluation. C'est une question, quand j'ai commencé le métier de bibliothèque, voilà quoi. C'est pas la formation que j'ai eue. Enfin, en moi, je ne m'a jamais préparé à faire de l'évaluation. Et en fait, par rapport au projet que j'ai présenté ce matin, sans l'état des lieux, il n'y aurait pas le dispositif. C'est-à-dire que je pense que dans le métier, il est vraiment important de faire aussi des évaluations chiffrées. Alors c'est vrai que les chiffres, ça n'enlève pas le qualitatif. Le qualitatif, moi quand je fais le rapport d'activité, c'est les 3/4 du dossier. Mais le premier quart, il est quand même quantitatif, parce que si on doit parler à des élus, c'est bien aussi d'avoir quelques chiffres. Et là, le dispositif qu'on a mis en place vraiment découle d'un état des lieux quantitatif et cartographique. Cette fameuse carte du PLU du nez, je ne vous ai pas montré la pire. J'en avais fait une autre avec tous les chiffres des abonnés par commune, abonnés à la fois à la médiathèque et abonnés dans leur bibliothèque. La bibliothèque départementale m'avait fourni les chiffres et c'était catastrophique. Et là, vous mettez ça dans les mains d'un élu, il n'a pas besoin d'un commentaire, il lit la carte, il a tout compris. Donc les chiffres, de temps en temps, je trouve que c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on aime le plus dans nos métiers, mais mine de rien, moi quand je dis dans mon rapport que ma collection en livres, elle tourne à 85%, voilà, c'est suffisant, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de savoir combien j'ai de livres dans ma bibliothèque, bon c'est mis quand même, il peut regarder s'il veut, mais c'est mis qu'il y a 85% des livres qui tournent. Le boulot est fait. Enfin moi c'est ce que j'en conclus de mon équipe, c'est ce que les élus en comprennent aussi. Donc voilà, c'est bien d'avoir le qualitatif, le quantitatif me semble aussi indispensable, et d'avoir en effet l'honnêteté de se regarder. Si ça marche pas, ça marche pas. Et après, on fait quoi d'autre? Ça, c'est toujours avoir une solution aussi à proposer, parce qu'il n'y a rien de pire que la voie sans issue, à mon avis. C'est clair. Merci pour ce commentaire. En 30 secondes, parce qu'on... Très bien. Oui, pour conclure sur Loudun, c'est pas à moi de lancer l'invitation, mais le 23 octobre, la DRAC va aller signer un contrat territoire lecture à Loudun. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Ça découle de tout ce qu'a fait madame, donc voilà. Alors, est-ce que c'était prévu avant son intervention? Bon alors, rendez-vous à Loudun pour poursuivre Tous à Loudun. la conversation, qu'on n'a pas épuisée loin de là, parce qu'elle est inépuisable. Est-ce que l'un, l'autre, vous voulez dire un mot? Alors, un mot de conclusion. À bientôt. Oui, Eric a son train à prendre. À bientôt. À bientôt. Merci. Oui, je vous rejoins bien sûr sur l'aspect des indicateurs chiffrés. D'ailleurs, j'invite tous les présents ici à être très vigilants sur la qualité des statistiques. Dans beaucoup de bibliothèques où je passe, je suis amené à faire remarquer que les statistiques sont quand même pas très au point, qu'il y a quand même beaucoup de choses illogiques, etc. Et quand je vois qu'on en tire après des statistiques nationales, si ça s'appuie sur des statistiques locales qui sont défaillantes, c'est vrai que on voit qu'après on en tire des conclusions nationales faites à partir de chiffres qui eux-mêmes sont de piètre qualité. Voilà, donc importance effectivement des chiffres, importance des diagnostics comme vous l'avez souligné. Il y a bientôt à Aix-en-Provence, le 23 septembre, la 2e journée nationale des contrats territoire lecture. Un des ateliers portera justement sur l'aspect de l'importance des diagnostics territoriaux et qui s'appuie notamment sur de la cartographie et sur des chiffres. Moi, peut-être juste en conclusion, parce que il y a quelques jours, j'ai eu un exposé avec tous les collègues inspecteurs généraux de la future grande inspection, puisque vous ne savez peut-être pas, mais l'inspection générale des bibliothèques, à partir du 1er octobre, puisque le décret est en cours de signature,
va faire partie d'un grand ensemble, une grande inspection générale à 280 membres, qui va donc fusionner l'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, l'IAENR, l'inspection générale jeunesse et sport, et donc l'inspection générale des bibliothèques. Nous serons donc 280. Je précise, pour aussi rassurer tout le monde, qu'il y aura à l'intérieur de cela, puisque cette nouvelle inspection va s'appeler Inspection générale éducation, sport et recherche. On n'a pas pu faire mettre le mot bibliothèque dans le titre, ça devenait difficile de faire un sigle avec un B, etc. Mais à l'intérieur donc, de cette inspection, il y a un collège des bibliothèques, de la documentation, du livre et de la lecture, et le décret comporte qu'il y aura toujours au moins 10 inspecteurs généraux venant des bibliothèques. Voilà. Bref, tout ça pour dire que donc nous avons tous eu il y a quelques jours, parce que donc maintenant nous avons aussi le sport dans cette grande nébuleuse. On a plus qu'une minute. Oui, plus qu'une nébuleuse, voilà. Une minute. J'y arrive. Pour dire que donc Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, nous a fait un exposé. Et je voulais simplement reprendre ici alors, les 3 mots qu'il a tracés comme état d'esprit de ce comité, donc qui est la créativité, l'exigence et le partage, et je pense qu'on peut reprendre tous ces termes-là. Et pour moi, l'exigence, c'est donner du sens, c'est justement l'évaluation, c'est la qualité des actions. Et puis une grande ambition, c'est qu'à travers la France, chaque Français fasse réveiller l'athlète qui sommeille en lui. Voilà. Et donc, on veut pour nous aujourd'hui, c'est que l'athlète de l'inventivité qui peut-être sommeille en chacun de nous reparte dynamisé, mobilisé pour toutes les actions à venir. Voilà. Merci à tous, merci aux intervenants, à Eric qui est parti, Olivier Caudron.